Et si je vous disais qu'au-delà des légendes et des mythes, la Grande Muraille cache l'histoire secrète de la Chine, une histoire faite de pouvoir, de souffrance et d'ambition impériale. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dépasse de loin l'image que vous en aviez. Depuis les premiers temps de la civilisation chinoise, la peur des invasions venues du Nord joua un rôle déterminant dans l'organisation politique et militaire des États anciens. Les vastes territoires occupant la région aujourd'hui, connue sous le nom de Chine, se caractérisaient par des frontières naturelles parfois vulnérables, notamment dans leur orientation septentrionale. Les premières dynasties, comme les Xia puis les Shang, établirent des structures sociales permettant un contrôle accru des populations. Mais c'était surtout la période suivante, celle des Zhou, qui vit se renforcer la nécessité d'une protection organisée. À l'époque des Zhou, approximativement autour du XIe siècle avant notre ère, la Chine se divisait en multiples États rivaux qui souvent cherchaient à s'étendre aux dépens de leurs voisins. Le territoire était fragmenté et en même temps, à l'extérieur, les peuples nomades comme les Xiongnu manifestaient une présence menaçante. Ceux-ci, vivant dans les steppes au nord, pratiquaient un mode de vie mobile reposant sur l'élevage et le commerce. Mais ils étaient également connus pour leurs incursions dans les plaines cultivées, cherchant butin et territoire. Sous la dynastie Qin, au IIIe siècle avant notre ère, la situation prit une autre dimension. Le roi Yingzheng, plus tard appelé Qin Shi Huang, parvint à unifier les royaumes divergents en un empire centralisé. Cette unification permit de concentrer les efforts vers la consolidation des défenses frontalières. Conscient de la menace que représentaient les tribus nomades, Qin Shi Huang lança la construction d'ouvrages défensifs destinés à ralentir ou empêcher leurs incursions. Ce qui fut créé à cette période ne ressemblait cependant pas encore à la muraille unique et continue que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt à une série de murs et fortifications indépendantes. Ces fortifications initiales s'appuyaient sur les reliefs naturels en empruntant les crêtes et les cols, et associaient des matériaux locaux, surtout la terre compactée, la pierre et le bois. Leur objectif principal était d'endiguer l'avancée des cavaliers ennemis, limitant leurs raids et protégeant les routes commerciales, ainsi que les populations agricoles. La stratégie militaire de l'époque reposait sur une défense échelonnée, où chaque segmento pouvait se soutenir mutuellement. Il est important de mentionner que certaines régions avaient un intérêt stratégique particulier, notamment les zones proches de la Mongolie intérieure actuelle ou les déserts plus arides. Ces espaces révélaient une vulnérabilité plus élevée du fait de l'absence de barrières naturelles infranchissables. Ainsi, les souverains considéraient la construction d'une défense mécanique comme un projet urgent et vital. L'importance accordée à ces travaux s'explique aussi par la volonté d'assurer la stabilité interne et d'éviter que les invasions extérieures ne servent de prétexte à des rébellions internes. Le coût humain et matériel de ces constructions était considérable. Des millions de travailleurs furent mobilisés, allant des soldats forcés aux paysans réquisitionnés, souvent dans des conditions extrêmes. Les infrastructures construites dépassaient de loin une simple muraille. Elles comprenaient des tours de guet, des fortins et des places de ravitaillement. Ces éléments permettaient une communication rapide et un contrôle étroit des frontières. La logistique déployée témoigne d'une organisation d'État avancée. Un autre aspect à prendre en compte est le symbolisme de cette barrière. Au-delà de sa fonction militaire, la muraille représentait une séparation entre la civilisation sédentaire chinoise et le monde nomade, entre le gouvernement centralisé et les territoires périphériques. Cette dichotomie renforce l'idée que le mur avait également une dimension culturelle et politique, renforçant l'identité et la souveraineté impériale. Au fil des siècles suivants, les dynasties suivantes poursuivirent les extensions et renforcements de ces défenses. Notamment sous les Han, la muraille fut allongée vers l'ouest pour protéger la route de la soie, essentielle pour le commerce. Ce réseau stratégique soulignait l'importance du contrôle des échanges internationaux, en même temps que des populations métissées dans ces marges frontalières.
Il faut rappeler que certaines parties du mur qui subsistent aujourd'hui datent en réalité de constructions datant d'époques beaucoup plus récentes, notamment sous les Ming. Cependant, il est fondamental de considérer les origines plus anciennes pour comprendre l'évolution de ce projet gigantesque. L'aspect architectural s'adapta aux nouvelles techniques de guerre et aux contraintes géographiques, avec des murs plus hauts, plus larges et plus solides afin de résister à l'artillerie. Les mythes et légendes entourant la Grande Muraille reflètent la place centrale qu'elle occupe dans la conscience chinoise. Par exemple, le récit de Meng Jiangnü, évoquant une femme pleurant la mort de son mari lors de la construction, symbolise à la fois la souffrance populaire et la détermination impériale. Ces histoires permettent d'appréhender la muraille aussi comme un monument inscrit dans l'imaginaire collectif, où se mêlent réalité historique et interprétation culturelle. En définitive, l'édification de la Grande Muraille représentait une réponse complexe aux enjeux dynastiques, militaires et économiques. Elle combinait une volonté d'adaptation aux contraintes naturelles et une ambition politique d'emprise territoriale durable. La muraille reste ainsi l'incarnation visible des efforts colossaux déployés par les anciens Chinois pour protéger et unifier leur empire. Cette genèse historique prépare le terrain pour l'analyse des transformations qu'ont connues ces fortifications au fil des âges, en particulier lors des dynasties postérieures. La compréhension des premiers contextes permet de mieux saisir les choix architecturaux et stratégiques qui orienteront les développements futurs de cette merveille monumentale, sujet que nous aborderons dans la section suivante. Les premières constructions défensives. Les premières tentatives de construction défensive remontent à des périodes anciennes, où les États chinois cherchaient à protéger leur territoire contre les incursions répétées de groupes nomades. Ces premiers murs étaient souvent des structures modestes, édifiées à partir de terre battue ou de pierres assemblées sommairement, selon les ressources disponibles localement. Leur objectif principal était d'agir comme des barrières physiques pour ralentir les envahisseurs et offrir une protection aux populations environnantes et aux cultures. Au fil des siècles, plusieurs dirigeants régionaux ont entrepris d'améliorer ces défenses élémentaires en consolidant les matériaux et en étendant la longueur des murailles. Ces constructions isolées étaient souvent érigées parallèlement aux frontières naturelles, telles que les montagnes ou les rivières, formant ainsi une première ligne de défense stratégique. Leur réalisation nécessitait une organisation importante, mobilisant une main-d'œuvre considérable composée de paysans, de soldats et de prisonniers de guerre. Ces murs présentaient parfois des points de passage aménagés, permettant de contrôler les déplacements et de faciliter la communication entre les avant-postes. Les motivations derrière ces édifications s'inscrivaient dans un contexte géopolitique marqué par la fragmentation territoriale et la rivalité entre divers royaumes ou États. La multiplication des fortifications témoignait de la volonté des souverains de sécuriser leurs frontières face à des menaces extérieures souvent imprévisibles. Ces ouvrages précoces, bien que fragmentaires, constituaient des opérations de grande envergure pour l'époque et marquaient une étape importante dans l'évolution des stratégies militaires en Chine. Ils venaient de compléter l'usage d'armées mobiles et de systèmes d'alerte sophistiqués fondés sur la transmission de signaux visuels. Dans la période qui suit, certaines de ces murailles ont été progressivement reliées entre elles, facilitant la création d'un réseau défensif cohérent et continu. Cette intégration déployait une coordination centrale, démontrant une organisation étatique de plus en plus hiérarchisée et consciente de la valeur stratégique d'une barrière continue. En reliant de multiples segments, on améliorait non seulement la protection territoriale, mais aussi le contrôle administratif et fiscal des zones frontalières, ce qui avait un impact sur le développement économique local. Ces constructions correspondaient ainsi à un double enjeu politique et militaire. Les premiers murs que l'on peut qualifier de proto-grandes murailles furent donc de véritables ferments pour ce qui allait devenir une entreprise monumentale. Chaque tronçon témoignait d'une adaptation aux caractéristiques propres du terrain. Les matériaux variaient en fonction de la nature du sol, de la disponibilité des ressources, comme le bois et la pierre, et également des compétences techniques. Régionales. Cette variété
a marqué la première phase d'une histoire qui serait caractérisée par une évolution continue des techniques de construction et des usages militaires. Par ailleurs, ces édifices anciens ont donné lieu à des récits et des légendes qui influencèrent durablement la culture chinoise. Certains mythes attribuaient à ces murailles une protection surnaturelle, une force mystique reliant le peuple à ses terres et à ses ancêtres. Ces représentations symboliques ne visaient pas seulement à légitimer la construction même, mais également à renforcer le sentiment d'identité collective au sein des régions concernées. La dimension culturelle apparaissait ainsi comme une autre facette essentielle de ces premières défenses. L'importance de ces premières murailles ne réside pas uniquement dans leur existence matérielle, mais aussi dans la manière dont elles ont structuré la pensée stratégique des États chinois. Elles ont posé les bases d'une doctrine de défense territoriale fondée sur la permanence et la résilience, en opposition à des stratégies purement offensives. Les murs étaient des éléments d'une politique globale combinant diplomatie, alliance et mobilité militaire. Ce concept contrastait avec d'autres civilisations de l'époque qui privilégiaient davantage les confrontations directes. À travers leur dimension limitée mais symbolique, ces premières constructions ont donc servi de prélude à l'élaboration d'une défense plus vaste et plus intégrée. Le processus de construction a également été étroitement lié à l'évolution politique des États, reflétant les dynamiques de pouvoir entre les différentes factions qui se sont succédées dans la région. Les murs primitifs représentaient une mesure tangible, mais aussi un processus évolutif, démontrant une adaptation constante aux menaces extérieures et aux nécessités internes. Cette phase initiale pose également la question des ressources humaines mobilisées et des conditions de travail sur ces chantiers. Les récits historiques mentionnent l'ampleur des efforts déployés pour ériger ces murailles, dans des environnements souvent difficiles, témoignant des sacrifices consentis par la population. La construction d'ouvrages défensifs, même rudimentaires, nécessitait un engagement considérable, justifié par l'enjeu vital de sauvegarder l'intégrité du territoire et la sécurité des habitants. Celle-ci aurait jeté les bases morales et organisationnelles des futurs projets à une échelle bien plus grande. Ce qui distingue cette première étape, c'est la prise de conscience progressive de la nécessité d'un front défensif unifié, capable d'absorber et disperser les attaques ennemies sur les vastes étendues du territoire chinois. Comparées à des fortifications isolées ou ponctuelles, les murailles combinées offraient un système structuré qui pouvait être contrôlé centralement et entretenu durablement. Cette stratégie favorisa la stabilisation des zones frontalières, contribuant ainsi à un climat de relative paix propice au développement économique et culturel à l'intérieur des États. Outre la dimension militaire, les murs servaient également d'outils de contrôle social et économique. Ils délimitaient des espaces, régulaient les mouvements de population et faisaient des fonctions de barrières douanières. Par leur présence, ils matérialisaient la souveraineté des gouvernants sur les territoires. En ce sens, les murailles n'étaient pas seulement des constructions de pierre ou de terre, mais des instruments politiques incarnant l'autorité étatique dans ses aspects les plus concrets. Ces premiers ouvrages, s'ils semblent modestes à la lumière des réalisations ultérieures, restent néanmoins un témoignage essentiel des capacités organisationnelles et techniques de l'époque. Ils montrent comment la construction d'une défense durable et cohérente a été pensée et mise en œuvre bien avant la consolidation du régime impérial unifié. C'est de cette base que le projet monumental de la Grande Muraille allait progressivement émerger, intégrant dans sa structure les vestiges et savoir-faire accumulés lors de ces nombreuses phases initiales. Ainsi, le lent processus de construction des premières murailles précède la transformation spectaculairement organisée initiée sous la dynastie Qin. Cette période marque un tournant décisif où les défenses éparses vont se fondre dans une œuvre d'une ampleur sans précédent. La continuité entre ces murs rudimentaires et la Grande Muraille telle que nous la connaissons aujourd'hui illustre l'évolution d'un outil de défense territoriale à la croisée des stratégies militaires, des innovations techniques et de la volonté politique centralisatrice, conduisant à la forme définitive de cette merveille architecturale.
Cette transition ouvre la voie à une réflexion approfondie sur les raisons qui ont conduit à une unification aussi ambitieuse. L'unification sous la dynastie Qin sous son règne, les fortifications existantes furent reliées et renforcées pour protéger l'empire récemment unifié contre les incursions des peuples nomades du nord, notamment les Xiongnu. Qin Shi Huang comprenait que seules des défenses solides pouvaient assurer la stabilité et la sécurité de ses frontières. Pour cela, il mobilisa des centaines de milliers d'ouvriers, soldats, paysans et prisonniers qui travaillèrent dans des conditions souvent éprouvantes. Ce projet colossal nécessitait non seulement une main-d'œuvre abondante, mais aussi une coordination administrative sans précédent, caractéristique de la centralisation imposée par l'Empire Qin. La construction progressa selon des méthodes traditionnelles adaptées aux matériaux disponibles localement. Dans les régions montagneuses, les pierres furent utilisées, tandis que dans les plaines, l'argile ou les briques séchées au soleil prédominaient. Ce choix témoignait d'une grande connaissance des ressources du territoire, la qualité structurelle de la muraille variant ainsi en fonction du relief et du climat. Quant à l'organisation du travail, elle suivait une logique militaire rigoureuse, avec des unités spécialisées pour chaque étape de l'édification. Ces aspects faisaient de la muraille non seulement une défense passive, mais aussi une démonstration manifeste du pouvoir impérial. Le but originel de cette unification défensive était double. Non seulement il s'agissait de repousser les invasions étrangères, mais également d'affirmer la souveraineté de la dynastie Qin sur un territoire immense et hétérogène. En renforçant et en reliant les murs, Qin Shi Huang instaurait une frontière visible et imposante, un symbole tangible de l'unité retrouvée. Ce projet devait rappeler aux habitants et aux ennemis que désormais la Chine se présentait comme un ensemble indivisible, capable de se défendre efficacement. L'importance politique et symbolique de la Grande Muraille, dans cette optique, dépasse largement sa fonction militaire. Les archives historiques de cette période soulignent l'ampleur et la rapidité des travaux. Certaines sources indiquent que des sections considérables furent achevées en l'espace de quelques années. Un délai impressionnant dans le contexte pré-industriel. Cependant, ces avancées ne se firent pas sans sacrifices humains considérables. Les conditions de travail étaient souvent pénibles, et nombreuses sont les inscriptions murales et les récits historiques évoquant les nombreuses vies perdues. Cette réalité invite à considérer la muraille comme une œuvre collective et tragique, reflet des ambitions et des limites de l'époque. Au-delà des implications immédiates, cette unification des fortifications provoqua un effet durable sur le développement militaire et culturel de la Chine. Elle engagea la pratique de surveillance régulière le long des murs, avec des garnisons établies à intervalles précis, favorisant la discipline et la réactivité face aux menaces. Cette structure organisationnelle offrit un cadre stable pour les échanges entre régions frontalières et le centre impérial, consolidant ainsi la cohésion politique. De plus, la muraille devint un élément clé dans la mythologie nationale, nourrissant diverses légendes sur sa construction et son importance, renforçant ainsi le sentiment d'identité et de fierté nationale. La mise en œuvre de ce vaste programme architectural nécessita également une logistique complexe. Le transport des matériaux sur les terrains accidentés demanda des innovations techniques et une planification minutieuse. Les voies utilisées pour acheminer pierres, terre et bois furent aménagées pour optimiser le rendement des équipes de construction. Cette gestion rigoureuse, qui combine ressources humaines, matérielles et temporelles, témoigne d'une administration efficace et centralisée, caractéristique du régime Qin. Par ailleurs, l'usage de prisonniers pour ce travail souligne les rapports de pouvoir et de coercition en vigueur, illustrant des dimensions sociales souvent omises dans une vision purement technique de la muraille. La période Qin, malgré sa brièveté, a donc laissé un héritage architectural et politique dont les répercussions se sont fait sentir pendant plusieurs siècles. Les dynasties suivantes ont poursuivi et amplifié ce travail. Mais la première unification des murs est incontestablement attribuée à Qin Shi Huang. Son rôle est central dans la genèse de la Grande Muraille en tant qu'édifice unique,
unissant des segments disparates en une frontière continue. Ce fait historique invite à percevoir la muraille non seulement comme une construction militaire, mais aussi comme un indicateur des transformations profondes à l'œuvre dans la Chine antique. Dans l'étude de cette période, il est aussi important de mentionner les limites du projet. Si la muraille renforça la sécurité, elle ne put empêcher certains raids sporadiques. Par ailleurs, son coût humain et matériel limitait la capacité de l'Empire Qin à consolider durablement son pouvoir, contribuant à sa chute rapide. Ces paradoxes soulignent la complexité de l'entreprise et l'interdépendance entre grandiose construction et fragilité politique. Ils constituent un rappel de la manière dont les ouvrages monumentaux sont à la fois le reflet et le moteur des dynamiques historiques. L'attention portée par l'empereur Qin Shi Huang à la muraille participe enfin à sa vision plus large d'unité et de permanence. Ce projet s'inscrit dans une politique plus vaste, destinée à renforcer la cohésion nationale, notamment par des réformes administratives et culturelles. La Grande Muraille devint ainsi un élément symbolique de cette volonté impériale, réaffirmant sans cesse la puissance d'un État unifié sur un territoire vaste et diversifié. Son histoire invite à considérer la muraille comme un vecteur d'organisation sociale et politique, à l'origine d'un sentiment d'appartenance commun à travers les âges. Ce récit, centré sur la première unification et consolidation de la Grande Muraille, ouvre le chemin vers les développements ultérieurs sous les dynasties Han et Ming, qui lui apporteront extension et amélioration. Le rôle de ces périodes successives doit être envisagé en continuité, prenant appui sur l'œuvre fondatrice du Qin, à la fois geste politique et défi technique. Ainsi, la Grande Muraille demeure un témoignage vivant de l'ambition impériale, de la capacité d'organisation et des tensions inhérentes à la construction d'un État par-delà les siècles. Le voyage dans son histoire se poursuit, invitant à explorer les transformations et les héritages qui forgèrent la Chine telle que nous la connaissons. Techniques de construction et matériaux utilisés. Les techniques employées pour ériger la Grande Muraille de Chine témoignent d'un savoir-faire exceptionnel, adapté aux contraintes géographiques et technologiques de l'époque. La construction s'est étalée sur de nombreux siècles, impliquant différentes dynasties, chacune apportant ses méthodes et matériaux en fonction des ressources locales et des exigences militaires. Sans recours aux machines modernes, les bâtisseurs ont su exploiter des solutions ingénieuses pour assembler un ouvrage massif, étendu sur plusieurs milliers de kilomètres. Dans les régions montagneuses, la pierre prédominait en raison de sa disponibilité et de sa résistance face aux intempéries. Les ouvriers extrayaient les blocs directement sur place, souvent en procédant à des tailles sommaires pour faciliter le transport. La pose de ces pierres nécessitait une organisation rigoureuse, combinant des équipes spécialisées dans le levage et le positionnement, ainsi que l'utilisation de mortiers à base de chaux et de riz gluant, un mélange aux propriétés durables qui a contribué à la solidité des constructions. En terrain plus plat ou sablonneux, le choix se portait sur la terre compactée. Cette méthode consistait à assembler des couches successives de terre, tassées avec précision pour former un rempart dense et stable. La technique dite du ramé utilisait des coffrages en bois pour maintenir la cohérence des masses de terre jusqu'à leur consolidation totale. Ce procédé permettait de limiter la déperdition du matériau pendant la construction et d'adapter la structure au relief irrégulier. Le bois, bien que moins durable que la pierre ou la terre, jouait un rôle important dans le montage des infrastructures annexes et le renforcement de certaines sections. Des cadres en bois étaient parfois intégrés à l'intérieur des murs pour en assurer la stabilité en cas de secousse ou de pression exercée par les assaillants. Toutefois, la vulnérabilité du bois au feu influençait son usage, limitant cette technique à des zones précises. Travaillant dans des conditions souvent difficiles et isolées, de nombreux ouvriers étaient mobilisés, recrutés parmi les paysans, soldats ou prisonniers. Ils transportèrent les matériaux sur de longues distances, à dos d'homme ou à l'aide de chariots rudimentaires. L'organisation logistique était donc essentielle pour assurer un approvisionnement continu en pierre
terre et bois. Des systèmes de relais étaient mis en place, assurant la transmission rapide des matériaux et des instructions, tout en tenant compte des conditions climatiques. Les défis techniques incluaient également la gestion des pentes abruptes et des surfaces inégales, exigeant des aménagements spécifiques. Des terrasses furent aménagées afin de stabiliser les fondations, révélant une compréhension avancée des principes d'équilibre et de charge. La pente des murs variait souvent pour faire obstacle aux assauts, allant parfois jusqu'à 30 degrés, ce qui nécessitait des efforts considérables pour la pose des matériaux. Afin de parer aux infiltrations d'eau et à l'érosion liée aux intempéries, certaines parties de la muraille étaient revêtues d'un enduit protecteur à base de chaux ou de glaise cuite. Ce traitement superficiel améliorait la durabilité des constructions, ralentissait leur dégradation naturelle et contribua à leur conservation jusqu'à nos jours. Ces couches protectrices étaient également faciles à entretenir et à remplacer en cas de besoin. La variété des techniques employées résulte aussi de l'évolution des dynasties et des innovations apportées au fil des siècles. Au fil du temps, des sections de la muraille furent renforcées par l'ajout de tours de guet, de portes fortifiées et de casernes, chacune imposant des spécificités dans la construction, nécessitant des fondations plus solides et une maçonnerie complexe. L'assemblage de ces éléments démontrait un souci stratégique fort et une capacité à intégrer fonctions militaires et constructions architecturales. La main-d'œuvre utilisée bénéficiait d'une division précise des tâches. Certains s'occupaient de la taille des pierres, d'autres du transport, tandis que des équipes spécialisées en mortier réalisaient les liaisons entre les matériaux. Cette organisation hiérarchisée permettait de gérer efficacement un projet dont l'ampleur pouvait paraître insurmontable. L'absence d'outils mécaniques contraignait cependant les ouvriers à inventer des procédés utilisant la force humaine, des poulies, des rampes et plusieurs dispositifs de levage rudimentaires. Il est à noter que cette mobilisation humaine était souvent accompagnée d'un encadrement strict, la discipline étant jugée fondamentale pour avancer dans la construction. La Grande Muraille s'inscrivait dans un effort collectif immense, fruit d'une volonté politique déterminée à protéger les frontières de l'Empire. La complexité technique de la construction traduisait ainsi une collaboration entre ingénieurs, architectes et ouvriers venus de divers horizons. De plus, l'utilisation de matériaux locaux, adaptés aux conditions environnementales, illustre une compréhension poussée des ressources offertes par chaque région. Par exemple, la terre compacte était privilégiée dans les plaines du nord, tandis que la pierre était mieux employée dans les zones montagneuses du nord-ouest. Ce choix judicieux influença durablement la préservation de la muraille, car chaque segment s'enracina dans le paysage naturel auquel il appartenait. La résistance de cet ouvrage face aux agressions extérieures témoigne de la qualité et de la précision de son exécution. La capacité à intégrer autant de variantes techniques sans perdre en homogénéité illustre une maîtrise remarquable. Le travail sans technologie moderne illumine aussi la créativité humaine et l'ingéniosité de celles et ceux qui ont participé à cette entreprise grandiose. Enfin, il faut souligner que la construction de la Grande Muraille ne fut pas seulement une tâche militaire, mais également un immense chantier territorial. La gestion des approvisionnements, la sécurisation des routes de transport, le logement des ouvriers et la coordination quotidienne furent autant d'aspects qui influencèrent les choix techniques adoptés. Cette synergie entre politique, société et savoir-faire constitue une leçon importante sur la manière dont un grand projet d'infrastructure peut s'adapter à ses limites et à son environnement. Ainsi, cette analyse des méthodes de construction et des matériaux utilisés révèle l'ampleur de l'effort consenti pour édifier la muraille, qui demeure aujourd'hui un symbole tangible de la persévérance humaine et de l'ingéniosité technique ancienne. La suite de cette histoire explorera plus en détail les fonctions stratégiques qu'elle a remplies à travers les époques. Rôle militaire et stratégique de la muraille. La muraille de Chine, connue pour son étendue remarquable, a été conçue principalement en tant que structure défensive, visant à protéger les territoires chinois des invasions venues des steppes du Nord.
Cette fonction militaire a guidé non seulement la construction, mais aussi les stratégies associées à son utilisation. Dès les premiers embranchements, la muraille servait de barrière physique, mais aussi comme un système d'alerte avancé, permettant aux garnisons de surveiller les mouvements des ennemis et d'organiser une défense rapide et coordonnée. Les différentes dynasties qui ont entrepris la construction et la consolidation de la muraille ont adapté les méthodes de défense aux menaces spécifiques de leur époque. Sous la dynastie Qin, qui est souvent créditée pour la première unification de segments de murailles existantes, l'objectif principal était de contenir les invasions des Xiongnu, des confédérations nomades redoutées pour leurs raids rapides et leurs tactiques de guérilla. En réponse, les fortifications étaient renforcées, intégrant des tours de guet éloignées les unes des autres pour surveiller de vastes étendues. Ces tours de guet jouaient un rôle stratégique essentiel, car elles servaient de points de communication efficaces, utilisant des signaux de fumée le jour et de feu la nuit. Ce système permettait de transmettre rapidement des messages sur la progression des troupes ennemies à travers les montagnes et les plaines. De plus, la disposition sinueuse et parfois en zigzag de la muraille compliquait toute tentative d'escalade, exposant les assaillants à un feu croisé de défenseurs placés sur les créneaux. La complexité de la muraille ne réside pas seulement dans ses dimensions physiques, mais aussi dans son intégration au paysage naturel. Les constructeurs ont savamment exploité les reliefs en implantant les murailles sur des crêtes de montagnes escarpées, où l'accès est naturellement limité. Ce choix maximisait l'effort défensif, transformant la topographie elle-même en un élément protecteur additionnel. La muraille ne se limitait pas à une simple barrière. Elle constituait un système défensif en réseau, dans lequel chaque segment, chaque tour et chaque porte jouaient un rôle parfaitement articulé dans la stratégie militaire. Des garnisons nombreuses et bien organisées étaient installées le long de la muraille. Ces troupes permanentes avaient la charge d'assurer une surveillance constante et de répondre aux incursions. Leur présence dans des fortifications aménagées, où elles logeaient, se ravitaillaient et s'exerçaient, participait à une discipline militaire stricte. Le recrutement et le maintien de ces soldats étaient facilités par des infrastructures adaptées, incluant des routes pour acheminer rapidement les renforts et les provisions, assurant ainsi une résilience indispensable dans des zones reculées. L'efficacité défensive de la muraille a varié selon les périodes et les conflits. Parfois, malgré l'imposante structure, des invasions ont réussi à franchir la frontière, notamment lorsque les défenseurs étaient affaiblis par des troubles internes ou un manque de ressources. Cependant, dans de nombreux cas, la muraille a freiné durablement les avancées ennemies et leur a infligé des pertes substantielles, réduisant leur capacité à s'implanter dans les régions chinoises. Elle a également obligé les envahisseurs à modifier leurs tactiques, optant souvent pour des raids sporadiques plutôt qu'une conquête systématique. Outre l'utilisation militaire directe, la muraille jouait un rôle symbolique important dans la perception des Chinois sur la sécurité de leur empire. Elle représentait une limite entre le monde civilisé qu'ils défendaient et les terres considérées comme barbares au-delà. Cette vision a contribué à renforcer l'unité nationale sous la bannière commune de la défense territoriale et culturelle. Ainsi, la muraille incarne non seulement une prouesse militaire, mais également un marqueur identitaire fort, tissé dans la mémoire historique du pays. Au fil du temps, la muraille a aussi servi dans des fonctions secondaires liées à la sécurité, comme la régulation des migrations et le contrôle des échanges commerciaux. Les portes et points de passage le long de la muraille étaient strictement surveillés pour empêcher les infiltrations clandestines et les contrebandes. Cette surveillance économique témoignait de la dualité de la muraille, qui combinait à la fois une défense contre des invasions massives et une gestion fine des interactions systémiques à la frontière. Les adaptations technologiques des différentes époques ont influencé les modes de défense autour de la muraille. L'évolution des armes, des techniques d'assaut et des tactiques militaires a poussé à renforcer certains points stratégiques, modifiant parfois la configuration même des fortifications. Par exemple, l'introduction des armes à feu, lors des dernières périodes féodales,
a nécessité l'ajout de bastions plus larges et plus solides, capables de résister à des bombardements. Cela témoigne d'une muraille vivante, continuellement ajustée à l'état de l'art militaire. La coordination entre les différentes garnisons était cruciale pour assurer la défense intégrale. Des relais réguliers permettaient le transfert rapide d'informations et le déploiement synchronisé des forces en cas d'attaque. De plus, des systèmes de signalisation variés utilisaient non seulement le feu et la fumée, mais aussi parfois des tambours et des cornes, enrichissant ainsi les moyens de communication sur plusieurs distances. Cette orchestration témoignait d'une pensée stratégique sophistiquée, nécessaire pour couvrir des milliers de kilomètres de frontières. Cependant, la logistique de fonctionnement d'un tel système était complexe. Les ressources nécessaires pour maintenir la muraille en état, approvisionner les garnisons et organiser les rotations des troupes exigeaient l'administration efficace et une mobilisation constante de la population. Ces efforts étaient souvent lourds, mais considérés comme un investissement vital pour la sécurité de l'Empire. En ce sens, la muraille illustre un exemple précoce de gestion centralisée de la défense nationale, associant ingénierie, organisation militaire et diplomatie. Dans certains contextes, la muraille a aussi contribué à créer une zone tampon entre différentes entités politiques. Par exemple, elle délimitait clairement les frontières avec des peuples nomades souvent indépendants, permettant une coexistence régulée qui évitait une confrontation ouverte permanente. Cette séparation géopolitique a parfois favorisé des échanges culturels et commerciaux, même si la nature première de la muraille restait défensive. Il est important de rappeler que la muraille, malgré son rôle militaire, ne constituait pas une puissance offensive en soi. Elle visait à contenir et à retarder les ennemis, créant des conditions favorables à la mobilisation des armées chinoises dans les régions intérieures. Cette stratégie dite de défense en profondeur mettait à profit la longueur et la solidité de la structure, tout en s'appuyant sur une armée mobile et organisée à l'arrière. Ainsi, la muraille fonctionnait comme un premier rideau protecteur, plutôt qu'un lieu de combat permanent. Au-delà des aspects techniques et militaires, la construction et l'entretien de la muraille ont marqué profondément la société chinoise. C'est à travers cet ouvrage que les impérialismes ont pu affirmer leur volonté de contrôle sur des territoires vastes et variés, intégrant des communautés multiples dans un projet centralisé. Le travail des milliers de constructeurs et des soldats témoigne d'un engagement collectif au service d'une idée commune, la survie et la prospérité de l'Empire. Enfin, la muraille de Chine reste un symbole puissant de la capacité humaine à modifier radicalement son environnement pour répondre à des défis stratégiques. Son rôle militaire, bien que parfois sujet à débat, illustre une vision pragmatique de la défense territoriale, combinant efforts matériels, organisation sociale et adaptation constante aux menaces extérieures. Ce parcours historique invite à comprendre non seulement les batailles du passé, mais aussi la complexité des relations entre pouvoir, territoire et sécurité. C'est avec cette compréhension de son rôle stratégique et militaire que l'on peut appréhender mieux les chapitres suivants, où seront explorées les dimensions culturelles et symboliques de cette œuvre monumentale, ainsi que ses impacts sur l'identité chinoise à travers les siècles. L'organisation du travail et la main-d'œuvre impliquée. L'édification de la Grande Muraille de Chine représente un effort monumental qui a mobilisé des populations variées sur plusieurs siècles. L'organisation du travail, au cœur de ce projet, se caractérisait par une coordination rigoureuse entre différentes catégories de main-d'œuvre. Les soldats formèrent une part importante des effectifs engagés, recrutés pour assurer la sécurité des frontières impériales et participer à la construction. Leur discipline militaire permettait une gestion méthodique des tâches, notamment dans les zones à risque d'attaque. Parallèlement, les paysans furent largement mobilisés, surtout durant la période de la dynastie Qin. Le recours à cette main-d'œuvre rurale s'explique par la nécessité d'exploiter un vaste réservoir humain disponible au moment des moissons. Ces travailleurs agricoles étaient souvent contraints à de longs mois de détachement de leurs terres,
participant à l'acheminement des matériaux et aux travaux de terrassement. Les conditions étaient difficiles, marquées par un travail intense sous un climat souvent rigoureux. Une autre catégorie essentielle comprenait les prisonniers. Réduits en servitude, ils constituaient une force de travail abondante employée pour les tâches les plus pénibles, telles que le transport de pierres lourdes ou le creusement de fondations. Leur mobilisation, fréquemment imposée comme une forme de punition ou d'expiation, illustre la dimension coercitive qui caractérise certains aspects de l'organisation du chantier. Ces populations servaient aussi à limiter les coûts pour l'État. L'importance des ressources matérielles et logistiques pour soutenir cette main-d'œuvre ne peut être sous-estimée. La construction impliquait un approvisionnement constant en pierre, terre, bois et matériaux liés, extraits de carrières situées à proximité du tracé de la muraille. Cela nécessitait une coordination étroite entre les zones de production, les équipes de transport et les sites de construction. La gestion de ces flux contribua à l'efficacité globale du chantier, même si elle ne pouvait effacer les nombreuses difficultés rencontrées. Le travail se répartissait selon un système très hiérarchisé, avec des superviseurs placés à chaque étape pour veiller à la qualité et à la progression. Les soldats sous commandement rigoureux pouvaient assurer la cohésion des équipes et la protection face aux menaces extérieures. Le système administratif impérial organisait des registres précis sur l'affectation des travailleurs et les délais à respecter, ce qui permettait une gestion rationnelle, quoique parfois rude, de l'ensemble. Il est important de noter que le travail sur la Grande Muraille a connu des évolutions selon les dynasties. Les méthodes employées sous la dynastie Qin différaient sur certains aspects de celles mises en œuvre sous les dynasties Han ou Ming, notamment en ce qui concerne la composition de la main-d'œuvre et les techniques de construction. L'évolution reflète une adaptation constante aux défis du terrain, aux ressources disponibles et aux enjeux politiques du moment. Les conditions de travail restaient éprouvantes. L'éloignement des zones habitées, les travaux de levage dans des reliefs accidentés, ainsi que l'exposition aux intempéries entraient en compte dans la pénibilité des tâches. Il est documenté que le taux de mortalité parmi les travailleurs était élevé. Cette réalité souligne l'aspect humain du chantier, caractérisé par un sacrifice collectif souvent occulté dans les récits officiels. L'articulation entre l'utilisation de la force militaire et celle de la population civile révèle un modèle d'organisation du travail qui mêlait coercition, administration centralisée et exploitation pragmatique des ressources humaines. Le contrôle imposé par l'État assurait la continuité du projet malgré les difficultés et les résistances potentielles. La Grande Muraille s'érige alors comme un témoignage de cette capacité à mobiliser des masses importantes dans une entreprise commune, sous un pouvoir central fort. Les archives historiques et archéologiques confirment aussi la diversité des pratiques dans la gestion des hommes. Parfois, les populations locales étaient intégrées dans le processus pour maintenir la mobilisation et réduire l'opposition. Des cantonnements temporaires étaient aménagés afin d'assurer le logement et le ravitaillement, et des infrastructures annexes accompagnaient le chantier pour répondre aux besoins des travailleurs. Certains récits évoquent également l'existence de travailleurs spécialisés, notamment des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers. Cette spécialisation témoigne de la complexité et de la technicité du chantier. L'intégration de ces savoir-faire était nécessaire pour garantir la solidité et la fonctionnalité de la muraille, qui devait résister au temps et aux agressions extérieures. La mobilisation de populations entières, dans un monde dépourvu des technologies modernes, reste un exemple marquant de planification et d'organisation. La Grande Muraille imposait non seulement une contrainte physique, mais aussi une coordination sociale immense. Cette organisation des hommes et des moyens illustre la volonté des dynasties chinoises de conserver leur intégrité territoriale par des moyens structurels durables. À chaque étape, de l'extraction des matériaux à leur installation en hauteur, la complexité logistique était immense. Les équipes travaillant sur les remparts devaient s'adapter à des conditions géographiques variées, allant des plaines aux montagnes, ce qui ajoutait une dimension technique et organisationnelle supplémentaire au projet global.
Cette adaptation fut un facteur essentiel de la pérennité de la muraille. En définitive, la Grande Muraille se présente comme un projet d'État, impliquant des millions de bras sur plusieurs générations. La main-d'œuvre, bien que diverse, était orchestrée dans un cadre institutionnel rigoureux. Cette collaboration forcée, entremêlée de disciplines militaires et d'administration civile, permit la construction progressive d'un ouvrage unique dans l'histoire humaine. Le poids des contraintes naturelles, des impératifs politiques et des nécessités militaires s'est traduit par une organisation du travail fondée à la fois sur la contrainte et la rationalité. Ces éléments combinés démontrent que la réussite matérielle de la Grande Muraille repose autant sur sa planification humaine que sur sa construction matérielle, préparant ainsi le terrain pour comprendre l'évolution de son architecture et son rôle stratégique dans les chapitres suivants. La muraille pendant la dynastie Han. La construction et l'entretien de la Grande Muraille pendant la dynastie Han représentent une période cruciale dans l'histoire de cet ouvrage monumental. La dynastie Han, qui a duré environ 4 siècles, a vu l'Empire chinois s'étendre considérablement vers l'ouest et le nord. Ce développement territorial nécessitait des moyens efficaces pour protéger les nouvelles frontières contre les incursions des nomades des steppes, notamment les Xiongnu. La Grande Muraille, loin d'être une structure unique et continue comme on l'imagine souvent, était un ensemble complexe de fortifications construites et renforcées à différentes époques et par différentes dynasties. Sous le règne de l'empereur Han Wudi, qui régna de 146 avant notre ère à 86 avant notre ère, la politique expansionniste a conduit à une intensification des travaux sur la muraille. Cette période est marquée par une stratégie militaire, visant à établir une présence permanente dans les territoires nouvellement conquis. La muraille servait alors à la fois de barrière physique et de ligne de communication entre les postes militaires disséminés le long du tracé. La coordination entre les garnisons était essentielle pour assurer une réaction rapide face aux attaques. Les Han ont utilisé diverses ressources pour ces constructions, notamment la main-d'œuvre composée de soldats, de prisonniers et d'agriculteurs mobilisés de force, ce qui reflète l'importance accordée à cette entreprise. Les matériaux employés variaient selon les régions. Dans les zones montagneuses, on utilisait principalement la pierre, tandis que dans les plaines, la terre battue constituait le corps principal de la fortification. Cette méthode répondait à la disponibilité locale des ressources et permettait une progression rapide des travaux. Par ailleurs, le maintien de la muraille nécessitait un effort constant. L'érosion naturelle, les intempéries et parfois les attaques des ennemis rendaient nécessaires des réparations régulières, assurées par des troupes spéciales qui surveillaient et entretenaient ces barrières. Un aspect moins connu est l'impact économique que représentait la maintenance de la muraille. Immense consommateur de ressources, ce projet mobilisait une partie non négligeable des moyens de l'État Han. Sur le plan économique, l'entretien de la muraille et les campagnes militaires en direction de l'Ouest avaient un effet direct sur la société impériale. Alors que ces efforts militaires et logistiques étaient coûteux, ils assuraient aussi la continuité du commerce le long de la route de la soie, qui s'est développée à cette époque. Les fortifications protégeaient les routes commerciales des attaques et favorisaient ainsi l'échange de produits comme la soie, l'or, les épices et d'autres marchandises précieuses. La muraille participait donc aussi à la prospérité de l'Empire, tout en symbolisant la puissance impériale. Son importance allait bien au-delà de la simple fonction militaire. Sur le plan politique, la dynamique autour de la construction et de la gestion de la muraille était complexe. Elle traduisait la volonté de l'empereur et des autorités centrales de maîtriser les marges de leur territoire et de contenir les forces parfois incontrôlables des tribus nomades. La muraille fut aussi une manifestation du pouvoir central face aux populations locales. En effet, pour construire et garder la muraille, il fallait organiser de vastes campagnes de mobilisation de main-d'œuvre, souvent au mépris du confort des paysans et des soldats. Cela entraînait parfois des tensions internes, des révoltes et de la méfiance envers la gouvernance impériale. Cependant,
La muraille restait la preuve tangible de la volonté de contrôle et de protection exercée par le pouvoir Han. L'histoire architecturale de la Grande Muraille durant la dynastie Han montre également une évolution dans les techniques de construction. Les ingénieurs de cette époque utilisaient des méthodes plus raffinées pour solidifier les murs et incorporer des tours de guet afin d'améliorer la défense. Ces tours permettaient une meilleure surveillance sur de longues distances et une communication plus rapide via des signaux lumineux ou de fumée. La muraille devenait ainsi un réseau cohérent face à une menace intermittente mais réelle. Cette organisation signalait une avancée dans la gestion militaire et territoriale de l'Empire. De même, la présence militaire autour de la muraille fut renforcée. Des garnisons permanentes furent installées et des routes spécialement construites pour l'acheminement des troupes, des vivres et des matériaux. Ces routes facilitèrent également les échanges culturels et économiques avec les régions frontalières. L'Empire Han utilisait la muraille non seulement comme une structure défensive, mais aussi comme un instrument d'intégration et d'administration dans les territoires conquis. La muraille représentait ainsi un système complexe où militarisation, administration et économie se combinaient pour assurer la stabilité frontalière. Un autre aspect moins visible de cette période concerne le rôle symbolique de la muraille. À travers les inscriptions et les récits historiques conservés, elle apparaît comme un emblème de l'unité impériale et de la persévérance humaine face aux défis posés par la géographie et les ennemis extérieurs. Cette fonction symbolique renforçait la légitimité de l'empereur et unissait les différents groupes ethniques de l'Empire autour d'un projet commun. Paradoxalement, alors que la muraille séparait entre l'intérieur et l'extérieur, elle contribuait aussi à forger une identité collective chinoise sous la dynastie Han. Dans le même ordre d'idées, les archives historiques mentionnent les mythes associés à la muraille. Plusieurs légendes populaires évoquent des figures héroïques censées avoir participé à sa construction. Ces récits, qui circulaient oralement parmi les populations frontalières, poursuivaient une fonction didactique et politique. Ils renvoyaient à la nécessité de vigilance et à la défense du territoire pour le bien de l'Empire. Même si ces histoires manquent souvent de précision historique, elles illustrent l'importance culturelle de la muraille pendant cette période. L'héritage de la Grande Muraille sous les Han est perceptible aujourd'hui dans la structure même de cet ouvrage, mais aussi dans la manière dont cette période a façonné la perception de la muraille en Chine et dans le monde. Ce n'est pas uniquement une construction militaire, mais un témoignage de la capacité d'un empire ancien à concevoir et maintenir un vaste système de protection aux dimensions continentales. Cette réalisation humaine donne encore aujourd'hui une idée du niveau d'organisation et de vision stratégique atteint par les Han. La fonction de cette protection s'inscrivait dans une politique d'expansion et de consolidation territoriale, fondée sur la défense active et le contrôle des flux commerciaux. Le maintien d'une telle fortification exigeait des autorités une coordination logistique et administrative exceptionnellement développée pour son temps. À travers les travaux réalisés au cours de nombreux siècles, réajustés et modernisés par chaque dynastie, on peut appréhender la muraille comme un projet en constante évolution. Elle reflète une capacité d'adaptation aux enjeux militaires et économiques propres à chaque époque. Alors que la dynastie Han cédait sa place aux suivantes, son travail sur la muraille avait déjà posé les bases d'un système de défense durable. Les principes liés à son entretien, tels que l'intégration des tours de guet, un réseau de garnisons reliés et une gestion rigoureuse des ressources, seront repris et améliorés. Ainsi, la période Han apparaît comme un moment fondateur dans l'histoire de la Grande Muraille, témoignant de l'interrelation entre la puissance politique, les défis militaires et l'organisation économique. Cette complexité explique en partie pourquoi la muraille fascine encore aujourd'hui et reste un symbole durable. Le rôle joué par la muraille dans la sécurisation des territoires frontaliers et dans l'instauration d'une paix relative a été déterminant pour le développement ultérieur de l'Empire chinois. Cette stabilité permit à la culture et à l'économie de prospérer à l'intérieur des frontières. Elle ouvrit également la voie à des échanges plus intensifs avec d'autres civilisations.
favorisant ainsi un enrichissement culturel mutuel. La Grande Muraille fut ainsi un élément central dans la dynamique historique qui a permis à la Chine ancienne de devenir une civilisation parmi les plus influentes du monde. Cette période de construction et de consolidation de la muraille sous la dynastie Han offre un regard éclairant sur la manière dont les sociétés anciennes ont tenté de répondre aux défis posés par leur environnement. La nécessité de protéger un territoire immense contre des menaces réelles, tout en assurant le fonctionnement interne d'un empire prospère, a conduit à la création d'une œuvre architecturale majeure. Ce patrimoine matériel s'accompagne d'un héritage immatériel fait de récits, de stratégies et d'organisations politiques qui continuent d'inspirer les chercheurs contemporains. Les découvertes archéologiques récentes permettent de mieux comprendre les phases de construction et les fonctions précises des différentes sections de la muraille établies durant la dynastie Han. Des éléments comme les fondations en pierre, les restes de tours de guet et les dispositifs de signalisation fournissent des indices précieux. Ces trouvailles révèlent également que la muraille était aussi un lieu d'échange entre diverses populations, où se croisaient non seulement des soldats, mais aussi des commerçants, des artisans et des ambassadeurs. Cette dimension sociale complète le tableau de la fonction multiple que la muraille a occupée. En conclusion, l'histoire de la Grande Muraille pendant la dynastie Han témoigne d'un équilibre entre défense, politique et économie. Ce monument ne peut être réduit à une simple barrière physique. Il s'agit d'un système complexe et évolutif qui reflète la capacité d'une civilisation à organiser son espace, à gérer des ressources vastes et à affirmer son identité face à des menaces extérieures. La richesse de cette période éclaire non seulement l'aspect militaire, mais aussi l'importance symbolique et culturelle de la muraille. Cette perspective invite naturellement à explorer les périodes suivantes, où la muraille continue d'évoluer selon les défis propres à chaque époque. Mythes et légendes associés à la Grande Muraille. La Grande Muraille de Chine, monument emblématique s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres, suscite depuis longtemps un attrait mêlé de mystère et de fascination. Parmi les récits qui l'entourent, les mythes et les légendes tiennent une place tout aussi importante que les faits historiques avérés. Ces histoires ont traversé les siècles et contribuent à définir l'identité culturelle liée à ce monument monumental. En distinguant rigoureusement ce qui relève du domaine historique et ce qui appartient à la tradition orale ou à la croyance populaire, on peut mieux comprendre la portée symbolique qui accompagne la muraille. Nombre de récits légendaires tournent autour d'un personnage féminin nommé Meng Jiangnu. Selon la tradition, son mari a été mobilisé pour participer à la construction de la muraille et y aurait trouvé la mort. Rongé par le deuil, Meng Jiangnu aurait pleuré avec tant d'intensité que sa tristesse provoqua l'effondrement d'une portion de mur. Ce conte symbolise les sacrifices humains abondants liés aux travaux titanesques, même s'il n'existe pas de preuves documentaires attestant sa véracité historique. Il traduit néanmoins la conscience collective des souffrances occasionnées par la muraille. La construction de cet immense ouvrage débuta au IIIe siècle avant l'ère actuelle, sous la dynastie Qin, qui unifia pour la première fois plusieurs murs moins étendus bâtis par des États rivaux. L'objectif principal était de protéger la Chine émergente des incursions répétées des nomades des steppes, réputés pour leurs raids fréquents et dévastateurs. Les murs originels furent alors consolidés et prolongés en une défense cohérente. Cette initiative marqua une étape importante dans l'organisation stratégique des frontières nationales. Au fil des siècles suivants, les dynasties Han puis Ming renforcèrent et étendirent la muraille selon les nécessités géopolitiques et militaires de leur époque. Sous la dynastie Ming, au XVe et XVIe siècle, d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement permirent d'obtenir la structure la plus célèbre aujourd'hui. Ces efforts visaient à contrer les invasions mongoles, qui représentaient une menace sérieuse pour l'intégrité territoriale chinoise. Ce long processus de construction illustre l'importance accordée à la muraille en tant que rempart défensif. Outre ses fonctions militaires, la muraille joua un rôle administratif majeur
à travers les nombreuses fortifications et postes de garde qui jalonnent son parcours. Ceux-ci servaient de points de contrôle pour réguler le commerce et percevoir des taxes, participant ainsi à la gestion économique de l'Empire. Cette dimension souvent méconnue souligne la polyvalence de ce grand ouvrage, qui mêlait stratégie défensive et organisation territoriale. Les récits populaires attribuent parfois à la muraille des qualités presque surnaturelles, en la décrivant comme une structure invincible ou éternelle. Cette perception reflète une profonde fierté nationale et l'attachement au patrimoine culturel, bien que la réalité physique de la muraille soit plus fragile. Les intempéries, le temps et les conflits ont causé la dégradation de nombreuses sections, nécessitant des restaurations régulières pour préserver cet héritage. Certaines légendes évoquent également la participation de dieux ou de souverains mythiques à la construction de la muraille, cherchant ainsi à expliquer son gigantisme par des causes extraordinaires. Ces récits, sans fondement vérifiable, jouent un rôle important dans le folklore chinois, nourrissant l'imaginaire collectif et renforçant le caractère sacré attribué à cet ouvrage. Il représente une tentative ancienne de comprendre ce prodige architectural. Par ailleurs, la muraille est parfois perçue dans certaines traditions comme une frontière non seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle incarne le passage entre le monde tangible et des domaines invisibles ou sacrés, ajoutant à sa dimension symbolique. Cette interprétation souligne le lien profond qui unit l'architecture historique à la culture religieuse et aux croyances populaires en Chine. Malgré la diversité des récits et des symboliques attribués à la Grande Muraille, on retrouve toujours l'idée centrale d'unité et de défense du territoire. Ce monument témoigne des efforts conjoints de nombreuses générations, souvent au prix de sacrifices humains lourds, visant à préserver une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Cet héritage complexe explique sans doute la permanence du mythe entourant la muraille. En tant que frontière matérialisée, elle symbolise aussi la délimitation d'un espace national protégé, incarnant la souveraineté chinoise sur son territoire. Ce rôle confère à la muraille une dimension politique et identitaire, renforçant son importance dans la conscience collective. Cette fonction de barrière territoriale s'est accompagnée d'une valeur culturelle croissante au fil du temps. Avec les évolutions historiques, la fonction initiale de la muraille a changé pour devenir davantage un lieu de mémoire et un témoignage des prouesses humaines. La valorisation de ce patrimoine s'est développée, dépassant ses simples buts militaires pour embrasser une reconnaissance mondiale comme icône culturelle. L'engouement contemporain en témoigne par un intérêt touristique et scientifique soutenu. Il apparaît ainsi que la Grande Muraille ne peut être simplement réduite à une construction défensive ou architecturale. Elle incarne un legs culturel et historique vivant, aux multiples facettes, où le passé se conjugue avec l'imaginaire. Ce double aspect fait toute la richesse de son symbolisme et la pérennité des histoires qui en ont découlé. Enfin, cette compréhension globale invite à considérer avec soin les efforts actuels de conservation menés par les chercheurs et les autorités. La préservation de la muraille est une responsabilité portée par tous, afin de maintenir ce témoignage millénaire accessible aux générations futures. La frontière entre l'histoire et le mythe est une invitation à poursuivre l'exploration de ce monument fascinant, annonçant ainsi la suite de notre étude consacrée à cet édifice unique. Modification et extension sous les dynasties suivantes. Pendant les siècles qui ont suivi l'achèvement initial de la Grande Muraille sous la dynastie Qin, le vaste ouvrage a subi de nombreuses modifications et extensions, reflétant les évolutions politiques, militaires et technologiques de la Chine impériale. Ces transformations n'étaient pas seulement des ajustements structurels, mais représentaient aussi des réponses aux nouvelles menaces qui émergeaient au fil du temps. En effet, chaque dynastie a laissé sa trace sur la muraille, modifiant son architecture et son organisation en fonction des besoins spécifiques de son époque. Sous la dynastie Han, qui a régné pendant plus de 400 ans après les Qin, la muraille a été considérablement étendue vers l'ouest.
Cette extension visait principalement à protéger les routes commerciales, en particulier la célèbre route de la soie, des incursions des nomades et des tribus hostiles. La construction sous les Han ne se limitait pas à la simple élévation de murs, mais incluait aussi la création de tours de guet, de forteresses et de voies de communication entre ces points stratégiques. Ces aménagements permettaient une surveillance efficace et des communications rapides en cas d'alerte. Avec l'arrivée de la dynastie Sui, bien que celle-ci ait été de courte durée, des efforts ont été faits pour rénover les sections les plus vulnérables de la muraille. Leurs actions témoignent d'une préoccupation constante face aux menaces pérennes venues du nord. Cette attention portée à la protection a été amplifiée sous la dynastie Tang, réputée pour son expansion territoriale et sa puissance militaire. Les Tang cherchaient à sécuriser les frontières pour soutenir leurs ambitions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Asie. Ils ont renforcé certaines parties de la muraille, mais leur stratégie militaire privilégiait aussi la mobilité des troupes et la diplomatie face aux nomades. Le déclin de la dynastie Tang a conduit à un affaiblissement progressif des mesures défensives, laissant la muraille parfois délaissée et en mauvais état. Toutefois, avec l'émergence des Song, malgré leurs difficultés face aux envahisseurs, les tentatives pour restaurer et maintenir la muraille reflètent l'importance stratégique accordée à cette fortification. Les dynasties du Nord et du Sud Song tentaient de conjurer les menaces des Liao et des Jin, en s'appuyant sur des infrastructures défensives renforcées. Ce n'est cependant qu'avec la dynastie Ming que la muraille a connu ses changements les plus significatifs, laissant l'empreinte durable que nous pouvons observer aujourd'hui. Après la chute des Yuan, les Ming ont revalorisé la sécurité frontalière en introduisant un vaste programme de construction et de rénovation. Ils ont réutilisé des sections anciennes tout en bâtissant de nouvelles portions en pierre et en briques, matériaux plus résistants que les constructions antérieures en terre et en bois. Leur objectif principal était de contrer l'invasion des Mongols et autres peuples nomades toujours présents et menaçants. Cette période a vu une concentration importante sur la qualité du mur, avec une élévation souvent accrue et des épaisseurs plus grandes pour résister aux attaques. Les tours de guet ont été améliorées et standardisées pour permettre une meilleure coordination entre les garnisons. Les remparts étaient perforés de meurtrières destinées à l'artillerie légère et aux archers, reflétant l'évolution des techniques de guerre. Ces innovations témoignent du passage à une défense plus organisée et technologique. L'organisation militaire le long de la muraille a aussi évolué. Les garnisons de la dynastie Ming étaient plus nombreuses et mieux entraînées, constituant un maillage défensif dense. Des routes militaires ont été aménagées derrière les murs pour faciliter le déplacement rapide des troupes et des ravitaillements. Ce réseau complexe traduisait une volonté de maintenir un contrôle permanent sur la zone frontalière et d'assurer une réaction rapide face aux incursions. En parallèle des travaux et des améliorations militaires, la muraille a pris une dimension symbolique et politique majeure. Elle incarnait la puissance impériale et la capacité du pouvoir central à dominer et organiser l'espace territorial. Sous les Ming, la fortification n'était plus seulement un outil défensif, mais aussi un instrument de cohésion nationale et de projection de puissance face aux peuples extérieurs. La discipline militaire renforcée a contribué à instaurer un climat de stabilité frontalière durant une bonne partie du règne Ming. Paradoxalement, malgré ces efforts colossaux, la muraille et ses garnisons ne pouvaient pas toujours empêcher les passages des envahisseurs, ni garantir une paix durable. Le travail de surveillance et d'entretien était permanent, incombant aux soldats qui vivaient dans des conditions souvent difficiles. La rigueur des garnisons et l'importance accordée à la muraille témoignent néanmoins d'une conscience aiguë des défis posés par les frontières nord de l'Empire. Au fil des dynasties suivantes, comme les Qing, le rôle défensif de la muraille a diminué, en partie grâce à l'élargissement territorial et à une politique plus centralisée. Toutefois, l'ensemble des travaux accomplis précédemment a laissé une impressionnante structure, fruit d'un long processus d'adaptation militaire, politique et culturelle. Les différentes phases d'agrandissement et de rénovation traduisent avant tout
la complexité et la ténacité des efforts pour maintenir l'intégrité du territoire chinois face aux évolutions incessantes des menaces extérieures. Ce panorama des modifications de la Grande Muraille, à travers les dynasties, montre que ce monument n'est pas une œuvre figée, mais un témoignage vivant et évolutif des dynamiques historiques de la Chine. Il illustre à la fois la stratégie défensive, les capacités techniques et les réalités politiques qui ont façonné ce patrimoine unique. Les adaptations successives faisaient appel à une compréhension pragmatique des enjeux militaires tout en incarnant des choix culturels et symboliques forts. Ainsi, c'est à travers ces différentes strates d'intervention que la Grande Muraille demeure un exemple exceptionnel du génie humain combiné à la volonté politique. Son histoire continue d'offrir un regard profond sur la manière dont un territoire vaste et complexe s'est protégé en utilisant tous les moyens à sa disposition. Cette perspective invite à considérer la muraille non seulement comme un mur physique, mais aussi comme un reflet des transformations sociopolitiques qui traversent les siècles. En analysant les dynasties successives, il devient clair que la construction et la rénovation de la muraille s'inscrivent dans un processus continu de réponse adapté aux menaces et besoins nouveaux. Elle représente l'interaction entre l'environnement naturel, les techniques disponibles et les impératifs militaires. Cette dynamique d'évolution fait de la Grande Muraille un objet historique particulièrement riche, chargé des traces des différentes époques et des aspirations des gouvernants qui se sont succédés. Ce travail patient et souvent ardu de construction a été assuré par des milliers d'ouvriers, soldats et stratèges qui, au fil des générations, ont contribué à la création d'une frontière tangible devant protéger des sociétés en perpétuel changement. Chaque pierre posée symbolise la volonté de pérenniser un ordre social et territorial face aux incertitudes du monde extérieur. Ces efforts ont façonné un paysage monumental qui continue à fasciner et à interpeller depuis plusieurs centaines d'années. Le rôle attribué à la muraille a donc évolué, passant d'une fonction purement militaire à un marqueur historique et culturel majeur. Les dynasties suivantes ont construit sur cet héritage, adaptant le dispositif au contexte fluctuant. À travers ces modifications, la muraille offre un témoignage vivant des stratégies d'État et des défis géopolitiques de la Chine impériale, invitant à une réflexion approfondie sur la relation entre pouvoir, territoire et défense. Dans la continuité de cette étude, il sera pertinent d'examiner comment l'évolution politique et les innovations technologiques ultérieures ont continué à influencer la fonction et la forme de la muraille, marquant les passages vers des temps nouveaux. La muraille dans l'histoire contemporaine. La muraille, longtemps symbole de la défense impériale, a connu une évolution significative de son rôle avec la fin des dynasties et l'avènement de la Chine moderne. Après le départ des empereurs, elle a perdu sa fonction purement militaire, car les grandes invasions nomades avaient diminué et les armes évoluaient rapidement dans le monde entier. Pourtant, sa présence physique demeure imposante et continue d'influencer l'identité chinoise. La muraille est certes apparue comme un vestige d'un passé guerrier, mais elle s'est aussi transformée en témoin historique précieux, incarnant la persévérance et l'ingéniosité humaine. Au cours du XXe siècle, la muraille a souvent été marginalisée, considérée par certains comme une construction archaïque inadaptée à la modernité. Cependant, cette perception a changé progressivement grâce à la reconnaissance internationale de son importance culturelle. Plusieurs secteurs ont participé à sa sauvegarde, notamment les historiens, archéologues et autorités gouvernementales. La conservation de la muraille s'est dès lors inscrite dans une politique de valorisation du patrimoine. Des campagnes de restauration ont été menées avec soin pour réparer des parties très endommagées, en utilisant des méthodes respectueuses, des techniques originales autant que possible. Outre son attrait historique, la muraille a pris une dimension nouvelle en devenant un site touristique majeur. Chaque année, des millions de visiteurs venus du monde entier parcourent dans ces sentiers, s'imprégnant d'un paysage unique marqué par des reliefs accidentés et une architecture monumentale. Cette affluence
a engendré une dynamique économique locale, favorisant le développement des infrastructures aux environs, comme les transports publics, les hébergements et les commerces liés au tourisme. Le défi reste cependant de conjuguer cet engouement avec la protection nécessaire du site afin d'éviter les dégradations dues à la surfréquentation. D'un point de vue symbolique, la muraille a gagné une nouvelle signification en devenant un élément central de l'identité nationale chinoise contemporaine. Elle est souvent évoquée dans les discours officiels, les médias et la culture populaire comme un emblème de la solidité et de l'unité du peuple chinois face aux défis historiques. Cette image contribue à renforcer le sentiment d'appartenance collective et à transmettre aux nouvelles générations un héritage profondément ancré dans la mémoire nationale. La muraille ne se limite plus seulement à un objet architectural, mais s'inscrit dans le récit d'une civilisation millénaire. Par ailleurs, la muraille a inspiré différentes formes d'art et de recherche académique. Elle fait l'objet d'analyses détaillées dans les universités, associées à des études en architecture, en histoire et en sociologie. Des expositions muséales mettent en valeur ces diverses facettes, allant des techniques de construction à son rôle dans la diplomatie impériale antique. Ces productions culturelles participent à nourrir une compréhension globale de son importance et permettent de dépasser une vision réductrice, en faisant connaître la richesse de ses contextes et son évolution à travers les siècles. Sur le plan international, la Grande Muraille est régulièrement présente dans les classements des plus grands patrimoines mondiaux. Son inscription à l'UNESCO en 1987 a été un moment décisif, mettant en lumière une volonté de préserver ce monument exceptionnel pour le bénéfice de l'humanité entière. Cette reconnaissance a facilité la mobilisation de ressources et la mise en place de programmes d'entretien à long terme. Elle a aussi encouragé la coopération entre experts chinois et étrangers, favorisant un échange d'expertise et une meilleure compréhension des enjeux liés à la conservation d'édifices anciens. La question de la préservation reste néanmoins complexe. Les conditions climatiques, notamment l'érosion due au vent et à la pluie, exercent une usure progressive sur les matériaux anciens. En plus, certaines sections moins accessibles sont particulièrement vulnérables aux actes de vandalisme et au vol de pierres. Les technologies modernes, comme le laser ou les drones, sont désormais mobilisées pour surveiller l'état de la muraille, permettant une intervention rapide et ciblée. Ces innovations participent à protéger ce patrimoine, tout en documentant précisément son état dans un but scientifique et pédagogique. L'interprétation populaire de la muraille est aussi façonnée par des légendes et des récits plus ou moins précis fréquemment évoqués. Par exemple, des histoires anciennes attribuent sa construction à des mythes fondateurs, parlant de mains humaines mobilisées dans un effort colossal de protection contre les invasions. L'importance symbolique de cette construction dépasse ainsi souvent les seules données historiques, empruntant à des traditions orales qui contribuent à renforcer son aura. Ces récits participent à forger une imaginaire collective dans lequel la muraille est perçue comme une prouesse hors du commun. Dans les années récentes, les initiatives pour intégrer la muraille dans la vie culturelle contemporaine se sont multipliées. Festivals, marathons, expositions temporaires et activités éducatives sont organisées pour sensibiliser à son importance et encourager une relation respectueuse avec ce patrimoine. Ces actions rapprochent la population locale et les visiteurs de ce qui fut, longtemps, un instrument de défense, transformant la muraille en un espace de partage et de réflexion sur le temps et la mémoire. Elle contribue aussi à dynamiser des zones rurales souvent isolées. Par ailleurs, la muraille joue un rôle dans la diplomatie culturelle. Les autorités chinoises utilisent ce symbole majeur dans leurs échanges internationaux pour promouvoir une image de puissance paisible et d'enracinement historique. Sa représentation dans des documents officiels, des expositions mondiales ou des échanges universitaires illustre le lien étroit entre patrimoine et soft power. Cet usage stratégique confirme que la muraille, malgré son origine défensive, appartient aujourd'hui à une sphère d'influence plus large, incarnant aussi la projection de la Chine à l'échelle planétaire.
La transformation du paysage autour de la muraille pose aussi des questions environnementales importantes. L'urbanisation croissante et le développement de zones touristiques risquent d'affecter l'intégrité du site et de ses alentours naturels. Les autorités mettent en place des régulations pour limiter les constructions excessives et préserver les écosystèmes fragiles. La présence d'espèces protégées et la biodiversité locale bénéficient ainsi d'une attention particulière, soulignant la nécessité de penser la conservation du patrimoine en lien avec l'environnement. Il est également intéressant de noter que la muraille a inspiré des projets artistiques contemporains, mêlant tradition et modernité. Des artistes chinois et internationaux proposent des œuvres sur ou autour de la muraille, questionnant sa mémoire et son symbolisme. Ces interventions donnent lieu à des dialogues inattendus entre passé et présent, renouvelant l'intérêt porté aux monuments au-delà d'une lecture strictement historique. Elles participent à maintenir la muraille vivante dans les imaginaires collectifs, rappelant son rôle continu dans la culture. À mesure que la Chine affirme son rôle sur la scène mondiale, la Grande Muraille reste un point d'ancrage, un jalon entre histoire et modernité. Sa présence continue à évoquer la résilience et la capacité d'adaptation d'une civilisation qui, tout en se tournant vers l'avenir, n'oublie pas ses racines profondes. La muraille, dans ce contexte contemporain, est bien plus qu'une dernière relique. Elle est un miroir où se reflètent les transformations d'un pays en pleine mutation. Cette dynamique invite à considérations multiples sur la manière dont les monuments anciens peuvent accompagner le développement culturel et social. La richesse du rôle que la muraille joue dans le monde actuel encourage à poursuivre son étude et sa valorisation. Les futures recherches pourront approfondir la compréhension de ses fonctions, en intégrant les apports des technologies numériques et des sciences sociales. De même, la diffusion de connaissances actualisées auprès du grand public demeure essentielle, aisant ainsi la transmission de son héritage. Le soin porté à la muraille est donc un acte conscient visant à maintenir vivante la mémoire d'une époque révolue tout en construisant un pont vers demain. Cette continuité entre passé et présent, rendue possible par l'attention portée à ce monument, prépare naturellement à explorer les diverses dimensions culturelles et symboliques qu'il porte encore aujourd'hui, et la manière dont elles s'insèrent dans les expressions artistiques et sociales modernes. Le fil de cette histoire complexe invite à un regard renouvelé sur un patrimoine unique, jalon de l'histoire chinoise et patrimoine mondial reconnu. Poursuivant cette réflexion sur les rapports entre héritage ancien et contextes actuels, il est essentiel de considérer comment cet emblème monumental se conjugue avec les transformations économiques et technologiques contemporaines. Cette perspective ouvre la voie à une analyse plus large de la place du patrimoine dans nos sociétés modernes, poursuivant ainsi l'exploration amorcée dans ce récit. Importance culturelle et touristique actuelle. La Grande Muraille de Chine ne se limite pas à un vestige ancien figé dans le passé. Elle constitue un patrimoine culturel d'une portée mondiale. Depuis plusieurs décennies, cette construction monumentale attire non seulement des spécialistes de l'histoire et de l'architecture, mais également un public international captivé par son ampleur et sa signification. La valeur de la muraille dépasse largement sa fonction d'ouvrage défensif initial pour s'inscrire dans un contexte éducatif et touristique dynamique. En effet, reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO, la muraille représente un témoin exceptionnel de la civilisation chinoise ancienne, illustrant les stratégies militaires, les techniques de construction et les structures sociales de l'époque impériale. Cet espace monumental suscite l'intérêt des étudiants, des chercheurs et des visiteurs, offrant une source inépuisable d'apprentissage et d'émerveillement. De nombreuses institutions se consacrent à l'étude de ces différentes périodes de construction, mettant en lumière les évolutions historiques emblématiques portées par ce mur discontinu long de plus de 10 000 kilomètres. Par ailleurs, la muraille joue aujourd'hui un rôle fondamental dans le secteur du tourisme. Chaque année, des millions de visiteurs viennent parcourir ces sentiers soigneusement aménagés, découvrant ainsi une expérience unique entre nature et histoire.
Les sites les mieux conservés, comme ceux aux environs de Pékin, sont particulièrement prisés pour leur accessibilité et la qualité de leur restauration. Le tourisme engendré a ainsi un impact socio-économique certain sur les régions limitrophes, favorisant le développement local tout en renforçant le rayonnement international de cette merveille architecturale. La conservation de la muraille constitue cependant un défi majeur. Les effets du temps, l'érosion naturelle, les changements climatiques ainsi que l'urbanisation rapide menacent certains tronçons. De nombreuses campagnes de restauration sont donc nécessaires pour préserver ces ouvrages, souvent complexes et sensibles. Les spécialistes combinent savoir-faire traditionnel et technologie moderne afin de maintenir à la fois l'authenticité des matériaux et la sécurité des visiteurs. Cette démarche proactive s'inscrit dans une logique durable, visant à protéger un héritage séculaire tout en adaptant le site aux exigences contemporaines. Au-delà de ses aspects matériels, la muraille incarne également une dimension symbolique forte dans la culture chinoise et au-delà. Elle est souvent perçue comme un symbole d'endurance, de protection et d'ingéniosité collective. Cette image perdure dans les discours officiels, la littérature et les arts visuels, contribuant à renforcer l'identité nationale. Le lien affectif que suscite la muraille transcende les frontières, suscitant un respect universel pour la richesse historique qu'elle porte. Ce phénomène permet de créer des rapprochements interculturels grâce à la diffusion de connaissances et au partage d'expériences touristiques. Dans le contexte pédagogique, la muraille est un outil précieux pour sensibiliser aux processus historiques complexes. Les musées et centres d'interprétation situés à proximité proposent des expositions développées qui expliquent les étapes successives de sa construction, du IIIe siècle avant notre ère jusqu'à la dynastie Ming. Ils mettent en relief les raisons militaires, économiques et politiques qui ont motivé ce chantier colossal. De plus, ces structures éducatives valorisent les savoir-faire locaux tout en encourageant la participation scientifique internationale. Ainsi, la muraille devient un vecteur important de transmission du patrimoine culturel, ainsi qu'un terrain d'innovation pour la recherche. Il est intéressant de noter que la muraille suscite aussi des débats quant à son interaction avec l'environnement. Les interventions humaines autour du site ont parfois perturbé les écosystèmes locaux, ce qui oblige à une gestion sensible et équilibrée. Des programmes spécifiques visent à renforcer la biodiversité et à minimiser l'impact des activités touristiques. Cette approche holistique prend en compte tant la sauvegarde des vestiges que la protection de la nature environnante. Elle témoigne d'une prise de conscience globale concernant la coexistence entre patrimoine culturel et environnement naturel. Par ailleurs, l'aspect économique lié à la muraille ne saurait être ignoré. Le tourisme culturel génère une activité substantielle, créant emplois et ressources dans plusieurs provinces. Les autorités locales mettent en place des infrastructures adaptées pour accueillir un flux important de visiteurs, tout en promouvant un tourisme responsable. Cette dynamique économique favorise également la valorisation des artisans et des entreprises, œuvrant à la restauration et à la promotion du site. Le rôle moteur de la muraille dans le développement régional est ainsi reconnu comme un pilier essentiel, contribuant à la cohésion sociale et au rayonnement culturel. Sur le plan international, la muraille participe à renforcer les échanges entre nations. Elle est souvent choisie comme cadre pour des événements culturels, des conférences et des projets collaboratifs portant sur la conservation du patrimoine mondial. Ces initiatives permettent non seulement d'échanger des pratiques professionnelles, mais aussi de développer une conscience commune des défis à relever pour préserver les monuments anciens dans un monde globalisé. La muraille devient ainsi un symbole de coopération et un exemple de gestion patrimoniale exemplaire. Enfin, il convient de souligner que la muraille demeure un sujet vivant, en constante évolution. Les recherches archéologiques continuent de révéler de nouvelles informations, réécrivant parfois des pans de son histoire. Les avancées technologiques, notamment dans le domaine de la numérisation et de la modélisation, permettent d'explorer virtuellement ces structures et de diffuser un savoir accessible à tous. Parallèlement,
les initiatives locales encouragent les communautés à s'approprier ce patrimoine, renforçant ainsi leur engagement dans sa sauvegarde. Ce cycle perpétuel de découverte, protection et valorisation assure la pérennité de la muraille pour les générations futures. Ainsi, loin d'être uniquement un vestige du passé, la Grande Muraille de Chine incarne un patrimoine vivant qui doit être entendu et compris à travers les différentes dimensions qu'elle offre. Sa préservation, son étude et sa mise en valeur sont le fruit d'un travail collectif qui engage historiens, scientifiques, gestionnaires et populations locales. Ce processus complexe mais nécessaire garantit la transmission d'un héritage irremplaçable qui témoigne des capacités humaines à construire aussi bien physiquement qu'intellectuellement. À travers cette perspective, ce monument continue à inspirer respect et admiration, préparant le chemin pour une contemplation plus approfondie des civilisations anciennes et des leçons qu'elles nous apportent. C'est vers ces réflexions que se dirige la suite de notre exploration. Réflexion sur l'impact historique et symbolique. La Grande Muraille de Chine demeure l'un des monuments les plus impressionnants de l'histoire mondiale, non seulement par sa taille, mais aussi par son rôle majeur dans la défense et l'unité territoriale chinoise. Sa construction s'étend sur plusieurs siècles, témoignant de la détermination et de la persévérance des différentes dynasties pour protéger leur pays des invasions extérieures. Ce projet colossal a mobilisé des ressources humaines et matérielles considérables, reflétant la capacité administrative et militaire des souverains chinois à travers les âges. Le résultat fut une infrastructure solide et complexe, qui s'inscrit à la fois dans l'histoire militaire et dans l'identité culturelle nationale. À l'origine, la muraille fut érigée pour barrer la route aux invasions des nomades venus des steppes du Nord. Elle fonctionnait comme une barrière physique et un système de surveillance autorisant la transmission rapide des informations grâce à des tours de guet judicieusement placées. Cet ouvrage s'est avéré un moyen efficace pour harmoniser la défense territoriale, malgré la diversité des ennemis et des défis géographiques rencontrés. Au fil du temps, la muraille devint également un symbole symbolique de la frontière entre la Chine civilisée et le monde extérieur. Une représentation de la volonté des empereurs de maintenir un contrôle sur leur vaste empire. Les matériaux utilisés pour bâtir la muraille varient selon les régions et les époques. On trouve principalement de la terre compactée, de la pierre, ainsi que des briques formées par cuisson. La main-d'œuvre mobilisée fut énorme, comprenant des soldats, des paysans et des prisonniers, ce qui illustre à quel point cette construction était prioritaire pour la sécurité nationale. La contrainte de travailler dans des conditions difficiles, sur des terrains parfois inhospitaliers, explique en partie le sacrifice humain lié à cette œuvre. Malgré tout, la persistance des bâtisseurs leur a permis de bâtir une défense durable, capable de résister à de multiples tentatives d'invasion. L'achèvement majeur connu sous le règne de l'empereur Qin Shi Huangdi au IIIe siècle avant notre ère représente une étape décisive. Le premier empereur d'une Chine unifiée ordonna la liaison des fortifications préexistantes, créant ainsi une muraille continue destinée à protéger son empire émergent. Cette réalisation fut sans doute l'une des plus grandes opérations d'ingénierie administrative de l'Antiquité. Depuis lors, plusieurs dynasties renouvelèrent ou renforcèrent la muraille, adaptant ses fortifications aux nouvelles menaces et technologies. Ce long processus renforce l'idée que la Grande Muraille ne fut pas qu'une construction ponctuelle, mais un projet évolutif. Outre ses fonctions militaires, la muraille incarne un héritage culturel profond. Elle marque visuellement les contours de l'Empire et consacre la dichotomie entre l'intérieur civilisé et l'extérieur mythique ou hostile. Les récits historiques et les légendes qui l'entourent nourrissent à la mémoire collective chinoise, conférant à cette structure un prestige qui dépasse sa simple valeur défensive. Sa présence physique au fil des siècles a inspiré artistes, poètes et historiens, participant ainsi à la constitution d'une identité nationale forte, reflétant la longévité et la continuité d'une civilisation parmi les plus anciennes du monde. Aujourd'hui, la Grande Muraille est également un témoignage unique d'un savoir-faire architectural ancestral.
Sa construction démontre une maîtrise avancée des techniques de fortification, d'organisation logistique et d'utilisation des ressources naturelles. Les méthodes employées pour assurer la durabilité face aux conflits, aux intempéries et au temps sont remarquables. Ce monument est ainsi une source d'études précieuse pour comprendre l'évolution des dispositifs militaires et bâtisseurs chinois, ainsi qu'un exemple fascinant d'adaptation humaine face aux contraintes du territoire. Son impact touristique et patrimonial contemporain est considérable. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, la muraille attire chaque année des millions de visiteurs. Elle symbolise pour le monde entier le génie chinois ancien et la richesse de sa culture. Par ailleurs, elle génère une prise de conscience accrue de l'importance de préserver ce patrimoine fragile face à l'érosion naturelle et aux pressions humaines croissantes. Les efforts de conservation témoignent de la volonté actuelle de protéger ce lien tangible avec le passé, garantissant ainsi que la Grande Muraille puisse continuer à transmettre ses valeurs futures aux nouvelles générations. La Grande Muraille de Chine illustre également la complexité des rapports entre nature, politique et société. Implantée souvent dans des environnements montagneux escarpés, elle témoigne d'une interaction soigneuse avec le paysage, maximisant ses capacités défensives. Cette adaptation géographique souligne l'importance stratégique du terrain dans la pensée militaire ancienne chinoise. Par ailleurs, cet ouvrage monumental a marqué durablement la configuration politique de la région, contribuant à stabiliser des territoires et à organiser la vie sociale autour d'un centre politique fort et souverain. Enfin, la signification symbolique de la Grande Muraille dépasse largement ses fonctions initiales. Elle incarne la résistance face aux menaces extérieures, l'esprit d'unité nationale ainsi que la persévérance humaine. Ce monument rappelle la capacité d'une société à se projeter sur le long terme, à planifier et à construire des solutions à grande échelle. Il évoque l'histoire tumultueuse d'un empire dont la cohésion fut maintenue grâce à des initiatives complexes et coordonnées. En ce sens, la Grande Muraille demeure un puissant symbole pour la Chine contemporaine comme pour l'humanité tout entière. Ainsi, à travers la Grande Muraille, se manifeste un dialogue permanent entre passé et présent, entre construction matérielle et héritage immatériel. Cette structure unique invite à contempler les liens profonds qui unissent l'histoire, la culture et la géographie. Sa présence continue d'informer la compréhension que l'on peut avoir des dynamiques territoriales anciennes et des valeurs ancestrales. Elle constitue un patrimoine vivant et évolutif, inscrit dans l'imaginaire collectif, qui nourrit une réflexion sur la permanence et la transformation des sociétés humaines. La connaissance accumulée au sujet de la Grande Muraille ouvre des perspectives riches pour l'étude de l'histoire globale, mettant en lumière les interactions complexes entre technologie, pouvoir et environnement. Elle encourage également à considérer l'architecture non seulement comme un ensemble de techniques, mais comme un langage capable d'exprimer des idées politiques et culturelles profondes. La muraille se prête ainsi à une lecture multidimensionnelle qui enrichit notre compréhension des civilisations passées et des défis auxquels elles ont dû faire face. Poursuivre cette exploration historique conduit naturellement à s'intéresser aux nombreux aspects liés à l'harmonie et aux conflits inhérents aux frontières, ainsi qu'à la manière dont les sociétés gèrent leurs limites physiques et symboliques. La Grande Muraille sert donc d'introduction parfaite pour aborder des thématiques plus larges d'identité, de relations interculturelles et de mémoire collective. Sa complexité et sa richesse font d'elle un objet d'étude infini, toujours capable d'apporter de nouvelles connaissances et de nourrir la réflexion.